Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Donc aujourd'hui, on va vous parler des petites bêtes de Madagascar. Donc là, j'attends d'avoir un petit peu plus de monde qui arrive. Donc on va vous parler de caméléons. On va vous parler de boa de Madagascar, on va vous parler de tenrec, on va parler de la grenouille tomate, avec du coup Mathieu aujourd'hui qui va vous parler. Et il va être accompagné de notre vétérinaire et curateur Tristan, qui est un grand spécialiste de ces animaux. Allez, vous êtes déjà 124, j'attends encore quelques instants de voir si ça monte un petit peu. Donc aujourd'hui, on est dans l'Arche des petites bêtes. Allez, on va pouvoir commencer. Je vais rejoindre Mathieu et Tristan. Bonjour. Donc aujourd'hui on a les masques parce qu'on est proche. On a vu pas mal de commentaires pour les mails, les lives précédents où vous nous disiez pourquoi vous n'avez pas de masque. Parce qu'on gardait une distance entre Julie et moi selon qui parlait, qui filmait. Donc là avec Tristan on n'est pas loin, donc on garde les masques. Aujourd'hui on est dans l'Arche des petites bêtes. C'est un endroit où il fait bon, il fait 24-26 degrés tout au long de l'année, on est bien. Et ici on a pas mal de terrariums, des grands terrariums, dont deux grands terrariums ici qui sont spécialisés dans les animaux de Madagascar. Donc on a le grand terrarium des boas de Madagascar et ici un terrarium que vous avez peut-être vu sur YouTube, puisqu'on l'a refait avec un youtubeur qui s'appelle Toupette il y a quelques mois. Donc si vous voulez voir comment a été fait ce terrarium, on pourra voir ça. Et on vient vous présenter aujourd'hui plusieurs espèces qui vivent à Thoiry et qu'on retrouve à Madagascar. Donc on va commencer par vous présenter les caméléons et puis après on vous présentera d'autres animaux. Tu peux aller en prendre un. Donc à Madagascar, on y est déjà allé avec ces lives. On est allé à Madagascar sur le lémur trek pour aller rencontrer les lémuriens. Et donc ici on va aujourd'hui vous présenter des petites bêtes qui vivent à Madagascar. Donc à Madagascar il y a une particularité, c'est que c'est une île qui est isolée du reste du monde depuis très longtemps et il y a ce qu'on appelle énormément d'endémisme à Madagascar. C'est-à-dire que les animaux qu'on retrouve à Madagascar, on les retrouve nulle part ailleurs sur la planète. Donc là ici on a un caméléon panthère qu'on ne retrouve qu'à Madagascar. Voilà, le caméléon panthère, c'est un des caméléons les plus répandus à Madagascar. C'est une espèce qu'on va trouver dans le nord et dans l'est de Madagascar principalement. On en retrouve un petit peu aussi à La Réunion, où c'est une espèce qui est protégée à La Réunion, alors qu'à la base c'est une espèce qui a été introduite par l'homme. C'est un grand caméléon, alors ça c'est un jeune mâle, donc il ne fait pas sa taille adulte. Les gros mâles adultes peuvent atteindre 55 cm, donc pour un caméléon c'est vraiment très gros comparé à beaucoup d'autres espèces. Quasiment tous les caméléons sont originaires d'Afrique. Il y a juste une espèce qui est européenne, le caméléon commun, et une asiatique qu'on retrouve sur le Sri Lanka. Mais la grande majorité se situe en Afrique et comme l'a dit Mathieu, il y en a énormément sur Madagascar. Alors la particularité de ce caméléon panthère, c'est que c'est la même espèce partout sur son aire de répartition. Par contre, selon la forêt d'où il vient, il n'a pas du tout la même couleur. Donc on va avoir des colorations, par exemple sur Tamatave, on va avoir des animaux qui sont rouges avec des bandes blanches. Ça c'est un animal qui vient de Ambanja, donc adulte c'est plutôt vert avec des bandes plutôt bordeaux, mais là on ne voit pas tout à fait sa couleur parce qu'il est encore en croissance. Et donc à Thoiry on a deux localités, donc Ambanja qui est une localité qui vient de l'île de Madagascar et une autre localité qu'on présente au public qui s'appelle Nosifali. On voit un vieux mâle adulte qui est en présentation ici, on voit qu'il est beaucoup plus massif. Et Nosifali, du coup, c'est une île qui est au nord de Madagascar, proche de Nosy Be, qu'on connaît un petit peu plus. Et voilà, sur cette île, ils sont plutôt bleu clair avec pas mal de blanc et des petites taches rouges.
Donc voilà, c'est une espèce qui a un polymorphisme, donc une variété de couleurs qui est vraiment très importante. Donc les particularités du caméléon, elles sont assez nombreuses. On le connaît tous pour sa faculté à changer de couleur. C'est pas une faculté pour le camouflage en particulier comme on a tendance à penser. C'est plus quelque chose qui lui permet d'exprimer ses émotions. Donc il va changer de couleur en fonction de la température, de l'humidité, du stress s'il voit d'autres congénères, s'il voit une femelle, etc. Il y a un dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle qui est assez important. Donc le mâle, c'est un animal qui va être très gros, très coloré. Et la femelle, c'est un animal qui va être beaucoup plus petit. Au lieu de faire jusqu'à 55 cm, elle va en faire jusqu'à 35. Donc ça, c'est une femelle adulte. On comparera tout à l'heure en mettant à côté du gros mâle adulte. Vous verrez que c'est beaucoup, beaucoup plus petit. Et les femelles sont plutôt dans les orange-rose un peu noirs. Alors ici, on a une très vieille femelle qui va avoir 4 ans. Les caméléons, ça vit vraiment pas longtemps. En captivité, ils vivent plus longtemps que dans la nature. Mais c'est des animaux, on considère qu'une femelle, elle est vieille à partir de l'âge de 3 ans. Et pour un mâle, on considère qu'il peut vivre à peu près 5 ans. Donc c'est vraiment des animaux qui ont une longévité assez courte. Pour compenser ça, par contre, c'est des animaux qui ont un taux de reproduction assez important. Les caméléons, pour cela, pondent des œufs. Il y a des espèces qui sont vivipares ou ovovivipares, mais les caméléons panthères qu'on a, eux, pondent des œufs. Et la femelle fait des pontes relativement rapprochées. Elle peut en faire jusqu'à 3 dans l'année. Avec un nombre d'œufs qui peut être assez important. La femelle que vous venez de voir là, elle a pondu 28 œufs la semaine dernière. C'est pour ça qu'elle était encore un petit peu chétive, c'est qu'elle est en train de récupérer, ça lui demande beaucoup d'énergie. Et ces œufs vont passer de nombreux mois en incubation. Alors pour certains caméléons, le Caluma parsoni par exemple, il est connu pour avoir une incubation d'œufs qui peut durer plus d'1 an. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas retrouvé chez les autres espèces qui pondent des œufs. Les oiseaux, par exemple, on a des durées d'incubation qui, en général, sont assez courtes. Et chez les reptiles, on peut avoir notamment chez les caméléons, on peut avoir des incubations qui sont très très longues. Et là, chez le caméléon panthère, au bout d'à peu près 6 mois, on a des éclosions. Et on se retrouve avec des petits jeunes comme Mathieu est en train de tenir là. Ça, c'est un animal qui a 2 semaines, 3 semaines peut-être maintenant, qui a déjà bien grandi. Qui est bien actif. Donc les petits, ils naissent assez ternes comme couleur, ils ressemblent plus aux femelles. Et c'est vers l'âge de 3 mois, où ils atteignent déjà une taille assez importante, qu'ils vont commencer à changer de couleur, et on va pouvoir les sexer assez facilement. On me demande leur régime alimentaire. Alors les caméléons, dans l'ensemble, sont des opportunistes insectivores carnivores. Les caméléons panthères mangent principalement des insectes, donc ici ils sont nourris avec des grillons, des criquets, des blattes, mais aussi des papillons, des araignées et d'autres choses comme ça. Ils sont connus parfois pour manger un petit peu de végétaux, mais c'est une part très restreinte de leur alimentation. Et on sait que certaines espèces s'attaquent parfois à des petits mammifères ou à des oisillons. Donc vraiment, c'est tout ce qui peut être avalé va être, mais il faut que ça bouge. Moi j'ai une question, Tristan, sur les mains, les pattes des caméléons. C'est assez particulier, la forme des doigts. Voilà. Ils ont combien de doigts en fait à chaque patte? Alors les caméléons, ils ont 5 doigts par patte. Ils ont une particularité qui est assez intéressante, c'est que comme ils grimpent, ils passent leur vie dans des branches pour avoir une bonne accroche. Leurs doigts se sont modifiés et au lieu d'avoir 4 doigts d'un côté et 1 de l'autre pour avoir une meilleure prise, leurs doigts se sont modifiés pour avoir 3 doigts à l'intérieur et 2 doigts à l'extérieur sur les membres avant. Comme on peut le voir ici, là. Il va peut-être me donner la main. Voilà. Et sur les pattes arrière, c'est l'inverse. Donc comme vous le voyez, il y a 3 doigts sur l'extérieur et 2 à l'intérieur. Voilà, donc là, encore une fois, c'est un animal qui n'a pas atteint sa taille adulte. Donc on peut le comparer rapidement au gros mâle adulte qui est en présentation. Et on voit tout de suite que c'est un animal qui va être assez imposant niveau taille. Là, on voit clairement que c'est un animal qui a de l'âge parce qu'il a un nez qui est très très marqué. Et puis il a un casque et une allure générale qui est beaucoup moins grêle que ce petit mâle. Alors là, ce qu'il est en train de faire, c'est de parader parce que du coup, il y a un autre mâle dans son territoire. Donc voilà, il n'est pas content, il se gonfle, il paraît le plus gros possible.
Et si on les laissait, ils se battraient. Alors forcément, on les met à distance, hein, et puis là, on a retiré tout de suite l'autre mâle. C'était juste pour montrer la différence de taille. Mais voilà, c'est un animal qui est assez imposant, et malgré ses couleurs assez incroyables, c'est pourtant pas forcément très évident de les trouver dans la nature, parce qu'ils ont une capacité à se camoufler qui est assez impressionnante, et qui est liée notamment à cette forme de main qu'on a vue tout à l'heure. Alors, eux, ils le font pas parce qu'ils ont l'habitude de voir du monde, ils sont pas stressés, mais les caméléons, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est qu'ils se mettent, voilà, de l'autre côté de la branche comme ça, et en fait, quand on les voit dans la nature, bah, avec l'épaisseur de la branche, on n'arrive plus à les observer. Donc c'est pour ça que c'est des animaux qui sont particulièrement durs à observer dans la nature. Alors, on me demande quel est leur système de vision, parce que c'est vrai qu'ils ont des yeux très globuleux qui vont sur 360 degrés. Alors, les deux yeux sont complètement indépendants chez les caméléons. Je ne sais pas si tu arrives à le voir en te mettant en face. Ça permet, c'est un animal qui forcément a pas mal de prédateurs dans la nature. Donc, vous avez probablement parlé la dernière fois avec les makikata, des fossas et autres petits carnivores de Madagascar. Il y a aussi beaucoup de rapaces et d'oiseaux et d'autres reptiles qui mangent les caméléons. Donc, c'est vraiment deux yeux qui sont très mobiles pour voir, d'une part, les prédateurs qui peuvent arriver d'à peu près n'importe quelle direction et trouver les proies. Et le seul moment où il va regarder vraiment avec les deux yeux dans la même direction, c'est quand il va chasser, parce qu'il a besoin de faire la mise au point et d'évaluer la distance très précisément pour pouvoir chasser avec sa langue. Oui, parce qu'il a une langue qui est extrêmement longue. C'est ça, la langue du caméléon, elle fait à peu près la longueur de son corps quand il la déplie complètement. Elle marche globalement, hein, pour vulgariser, comme un gros chewing-gum qu'il va envoyer sur sa proie. Ça va se coller sur l'insecte et il va ramener l'extrémité de la langue qui est très collante dans sa bouche, et puis ça va lui permettre de chasser en restant à distance et pas se faire repérer par ses proies qui pourraient le voir s'ils venaient jusqu'à eux en marchant. On voit bien là sur la vidéo, hein, vous voyez, il a un œil vers moi et il a un œil dans l'autre sens. Il me regarde vous et il me regarde moi. Voilà. Ces deux yeux vraiment sont indépendants l'un de l'autre. Donc là, on va passer à une autre espèce présente à Thoiry et qu'on retrouve dans la nature à Madagascar, qui, Tristan va nous le dire, est peut-être un des prédateurs de certains caméléons à Madagascar. C'est un serpent, un boa, qu'on retrouve à Madagascar, qu'on appelle le boa de Madagascar. On appelle aussi Sanzinia. Donc c'est un serpent qu'on ne manipule pas beaucoup, donc on va pas vous le montrer extrêmement longtemps, parce que on va le laisser un peu tranquille. Mais on va pouvoir vous le présenter là dans quelques instants. Tristan, il est en train de le prendre et il va pouvoir vous le montrer un petit peu. Donc les boas de Madagascar, ils sont arrivés à Thoiry il y a quelques mois. Hein. Si vous êtes venus en 2018 à Thoiry par exemple, vous ne les avez pas vus. Alors on m'a demandé quand même plusieurs fois pourquoi ils enroulent leur queue un peu comme un escargot au bout. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce que... Bah c'est... Je vais laisser Tristan répondre peut-être. Tristan, est-ce que tu as une... Hein, ils enroulent leur queue comme un escargot. Les gens ont remarqué ça. La queue, en fait, chez le caméléon, c'est une queue qui est préhensile. Ça veut dire que cette queue, il peut la mobiliser comme il veut. C'est pas le cas chez beaucoup d'animaux qui ont des queues. Mais par exemple, les caméléons, ils peuvent choisir les mouvements qu'ils font avec leur queue. Et en fait, ça leur sert réellement comme une cinquième patte. C'est-à-dire que quand ils chassent, ils peuvent très bien se mettre sur les pattes arrière et s'ancrer avec la queue sur une branche. Pour pouvoir justement se pendre un petit peu dans le vide. Donc c'est vraiment un cinquième membre qu'ils utilisent. Et en fait, quand ils l'utilisent, quand ils marchent, elle est plutôt tendue parce qu'ils l'utilisent comme balancier pour s'équilibrer. Et puis quand ils sont au repos, ils ont plutôt tendance à la enrouler parce que plus ils ont une forme recroquevillée, plus ils ont tendance à ressembler à une feuille ou quelque chose qui leur permettrait de passer inaperçu dans leur environnement. Alors, qu'est-ce que je vois que tu nous as sorti un nouveau petit copain. Hein. Voilà, alors ça c'est un boa de Madagascar, c'est un Sanzinia madagascariensis. Alors, c'est un boa qui vient de Madagascar. Il y a deux espèces de Sanzinia ou deux sous-espèces, tout le monde n'est pas d'accord. Alors le Madagascariensis, la forme nominale qu'on a ici, c'est une espèce qui est plutôt verte, hein, on le voit sur ses flancs, c'est une espèce qui est assez jolie. Et il y a une autre forme qui est plus orangé et marron, qui est le Sanzinia volontani, qui est également un tout petit peu plus petit. Et les deux espèces se retrouvent un petit peu dans le sud de Madagascar, où
où on peut les retrouver en même temps dans les mêmes forêts. Alors, c'est un boa, donc c'est un animal qui n'est pas venimeux, hein, qui est un constricteur. C'est une espèce qui est semi-arboricole, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas sa vie dans les arbres. Par contre, elle chasse, elle passe pas mal de temps quand même à grimper. Elle ne reste pas au sol en permanence comme d'autres boas. Par exemple, les acrantophis, qui sont d'autres boas qui viennent de Madagascar, eux, restent au sol en permanence. Alors, ces boas, ils ont une particularité, c'est que la plupart des boas, ils ont une bouche tout à fait classique. Et ce Sanzinia, il a une bouche qui est plus typique des pitons. Il a ce qu'on appelle des fossettes thermosensibles. Donc, je ne sais pas si on voit sur sa lèvre inférieure notamment, il a des petits trous juste en dessous, là, qu'on voit bien ici. Et en fait, ces fossettes thermosensibles, ça permet à l'animal de chasser à la chaleur. Donc, en fait, ça lui permet de détecter tout ce qui passe qui va être chaud. Et notamment, un rongeur qui a une température qui ne dépend pas du milieu extérieur va être plus chaud que son environnement. Et avec cette aide qui va lui permettre de mieux localiser sa proie, plus ce qu'on appelle l'organe de Jacobson qui est à l'intérieur de la bouche, ça va lui permettre de chasser avec une bonne précision, notamment pendant la nuit, parce que c'est des animaux qui sont nocturnes. Et c'est pour ça qu'il sort la langue, du coup. Et c'est pour ça qu'il sort la langue. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui me disent, mais il va attaquer là, il va attaquer. Donc est-ce que tu peux nous expliquer en fait si c'est prévisible un petit peu l'attaque d'un serpent? En fait, on a tendance à pas très bien comprendre les reptiles. Je vais faire un raccourci qui ne va pas me plaire à moi non plus, mais un serpent, c'est un peu comme un homme, hein, c'est très binaire, il peut faire qu'une tâche à la fois. Donc, c'est des animaux qui, dans la nature, vont avoir un succès de chasse qui est assez faible, c'est-à-dire que la probabilité de rencontrer une proie, elle est assez faible. Donc, toutes les nuits, il va se mettre en chasse, mais il peut passer pendant un mois sans avoir de proie. Donc, il faut vraiment qu'il puisse chasser et attraper sa proie le jour où elle se présente. Par contre, quand il est en chasse, il pense qu'à ça. Il est en mode chasse et forcément, s'il y a quelque chose, notamment notre main qui passe devant, qui est chaude et qui sent forcément un petit peu le mammifère, on risque de se faire mordre si l'animal n'a pas fait attention à la taille de la proie qu'il est en train de chasser. En fait, on se rend compte que si on change d'état d'esprit pour notre serpent, c'est pas du tout un animal qui va mordre parce qu'il est agressif, c'est juste qu'il était en train de chasser et que potentiellement il a vu quelque chose passer qui pouvait être chassable, donc il a mordu. Si on le change de mode de réflexion et qu'on le touche par exemple sur le flanc et qu'on lui fait comprendre que là, c'est plus le moment de chasser et qu'il va se passer autre chose, en fait c'est des animaux qui, on s'en rend compte, ne sont pas du tout agressifs. Vous voyez là, c'est un animal qu'en fait je n'ai jamais manipulé jusque-là, hein. C'est ce que je disais à Mathieu tout à l'heure. Je ne sais pas comment va se passer la manipulation parce que je ne l'ai jamais fait. Mais comme vous le voyez, c'est un animal qui se sent en sécurité, qui est très calme et qui n'a pas du tout envie de mordre. Donc c'est vraiment... on a une mauvaise image des serpents tout simplement parce qu'on ne les comprend pas et on ne les connaît pas. Mais quand on a un petit peu l'habitude de leur comportement, c'est des animaux qui ne sont pas plus dangereux que les autres. Et moi, j'ai plus peur d'attraper un petit rongeur, un rat ou une souris qu'un serpent parce que j'ai plus l'habitude de manipuler ce genre d'animaux. Donc... on a peut-être des gens là, qui suivent le live qui vivent à la campagne et qui peuvent croiser des serpents, alors pas des boas de Madagascar, mais des couleuvres, des vipères. En France, qu'est-ce qu'il faut faire quand on observe un serpent dans son jardin, sous un tas de bois? Alors, il faut savoir que les serpents, hein, ce mythe du serpent qui nous court après, nous rampe après pour nous attaquer, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas. Les serpents, globalement, quand ils nous voient, ils nous fuient parce qu'ils nous voient plus comme des prédateurs. Et globalement, laissez l'animal tranquille, il va partir de lui-même. Si toutefois vous avez un animal qui est sur votre terrasse, que vous voulez bouger ou autre, il suffit de prendre un bâton et de le repousser vers l'extérieur et il va y aller de lui-même. En France, la majorité des serpents qu'on a sont des serpents qui sont complètement inoffensifs, hein. On a majoritairement des couleuvres. On a cependant quelques espèces de vipères, on a globalement 3 en France, dont 2 qu'on rencontre pas mal, surtout la vipère péliade dans le nord et l'aspic dans le sud, on va dire, en dressant une ligne parisienne. C'est des animaux qu'on diabolise un petit peu parce qu'ils sont venimeux. En fait, on se rend compte que les morts par morsure de vipère, alors certes, elles ne sont pas très nombreuses, mais il y en a peut-être une tous les 2 ans. Donc si on compare ça aux piqûres de guêpes et d'abeilles, c'est quelque chose d'assez ridicule. Et puis surtout, on se rend compte que les cas de morsure, souvent c'est des personnes qui ont essayé de donner un coup de pelle à l'animal ou qui ont vraiment
qui se sont approchés vraiment près alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc c'est vraiment... Il y a des centres qui s'occupent de délocaliser les serpents aussi et qui peuvent vous permettre au moins sur photo d'identifier pour savoir si dans votre jardin vous avez plutôt des couleuvres ou des vipères. Mais voilà, c'est pas des animaux qu'il faut tuer quand on les voit parce que ils permettent notamment de manger tous les rongeurs ou autres qui pourraient faire des dégâts dans les habitations. Donc c'est des animaux qui sont finalement plutôt assez bénéfiques. Et donc pour revenir à ce boa de Madagascar, celui-là il est bien sûr pas venimeux. Il y a peut-être des gens Non, qui il n'est se posent pas la venimeux question. du tout. Faut savoir qu'il y a une grande majorité quand même des serpents qui n'est pas venimeux et qui chassent plutôt qui tuent plutôt par constriction. Donc là, le principe de la constriction. Alors, on a souvent tendance à penser que la constriction, en fait, le serpent nous broie les côtes et nous asphyxie comme ça. Alors, on meurt en effet par asphyxie, mais c'est juste qu'en fait, avec la compression qu'il fait sur la proie, il va comprimer tous les tout petits vaisseaux capillaires et il va empêcher en fait au sang qui circule d'être bien oxygéné. Et en fait, c'est comme ça qu'il tue sa proie plus qu'en broyant les côtes et en perforant les poumons, comme on a tendance à penser. C'est pas des animaux qui sont si musclés que ça. Donc, on fait attention par rapport à la taille de l'animal, mais voilà, globalement, avec un animal de cette taille-là, je risque pas grand-chose. Est-ce qu'il y a des questions sur... Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'organe de Jacobson. Ouais, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça fonctionne? Alors, en fait, on sait tous que le serpent il a une langue bifide, mais on ne sait pas trop l'utilité en général. L'organe de Jacobson, c'est un organe qui va se situer sur le palais. Et en fait, ce que va faire le serpent quand il sort sa langue, c'est capter des molécules odeurantes dans son environnement. Et ces molécules odorantes, il va les ramener en rentrant sa langue sur l'organe de Jacobson. Et il va analyser les odeurs et pouvoir se diriger dans son environnement pour savoir s'il y a plus, par exemple, une proie quelque part qu'il peut sentir ou pas. Et il se trouve que s'il a plus de particules odorantes qui viennent de la proie sur le côté gauche de la langue, parce que la proie est plutôt à gauche, et ben ça, il va le percevoir. Et du coup, ça va lui permettre de s'orienter et de savoir qu'en effet, il y a une proie et que du coup, a priori, elle est plutôt sur sa gauche. Donc il y a vraiment une utilité à cette langue bifide. C'est pas juste un hasard, c'est vraiment quelque chose qui est typique de ces animaux qui chassent aussi en partie à l'odorat. Et on la retrouve notamment chez certains lézards. Par exemple, les caméléons n'ont pas de langue bifide parce qu'eux, ils chassent principalement à la vue. Les varans, qui sont d'autres lézards qu'on a à Thoiry, eux chassent aussi beaucoup avec l'odorat. Et ces varans, du coup, ils ont également une langue bifide qui est assez impressionnante. Alors Tristan, il y a beaucoup de gens qui nous parlent de la reproduction, de l'accouplement. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment naissent les petits serpents? Parce qu'il y en a qui nous parlent d'accouchement. On sait qu'il y a des animaux qui pondent des œufs, d'autres au contraire qui sont vivipares, qui mettent au monde des animaux déjà formés. Et il y a aussi un intermédiaire, ceux qui font des œufs mais qui les pondent pas. Enfin voilà. Alors tu peux nous dire ce serpent-là déjà comment il se reproduit? Alors les Sanzinia, c'est des boas. Et globalement, sauf rare exception, les boas, on a un moyen mémotechnique, c'est les boas font des bébés et les pitons font des pontes. Donc les boas et les pitons, ils ne sont pas forcément évidents à reconnaître l'un de l'autre quand on n'a pas une grande expertise de ces animaux-là. Mais globalement, les boas, ils n'ont pas de fossettes thermosensibles la majorité du temps et ils ont tendance à faire des bébés directement. Alors on parle de viviparité, d'ovoviviparité. On n'est pas encore, tout le monde n'est pas d'accord sur la manière d'appeler ça. Avant, on pensait que c'était juste des œufs qui étaient incubés dans la mer et qui, en gros, naissaient directement. En fait, on se rend compte que c'est des animaux qui sont finalement plus évolués que ce qu'on croyait. Et il y a vraiment des échanges entre la mère et le fœtus. Donc, c'est pas juste un œuf qu'elle garde dans le ventre pendant plusieurs mois. Il y a des échanges entre la mère et ses petits. Donc, c'est une forme de viviparité, notamment chez tous les boas. Voilà, donc là, c'est ce qu'on disait en début. C'est que les Sanzinia, c'est une exception. C'est des boas qui ont des fossettes thermosensibles, alors que normalement, c'est plutôt quelque chose qui est réservé pour les pitons. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a bien développé déjà le sujet des serpents et notamment de ce boa qui est magnifique. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous parler d'abord de la grenouille tomate, juste quelques instants, qui est quand même une grenouille exceptionnelle. On va garder le plus mignon pour la fin. Je vous avoue qu'on vous a gardé vraiment un animal hyper mignon pour juste terminer ce live.
Et là, on va vous montrer une grenouille assez exceptionnelle. Alors, elle est dans le terrain. J'en ai une ici, vous voyez. Et j'en ai une autre qui est là, cachée. Alors, Tristan, il va essayer de nous en sortir une pour qu'on la voit mieux. Parce que, alors, grenouille tomate, vous vous doutez de pourquoi on l'appelle comme ça. Elle a une couleur, bien entendu, voilà, qui va faire penser à la tomate. Alors, je sais pas si tu veux filmer dedans. Ou... Ouais, on va se rapprocher. Donc, la grenouille tomate, c'est vraiment bon. Elle porte son nom par son apparence générale. C'est des animaux qui vivent enterrés la majorité de leur temps. C'est des chasseurs à l'affût. Hein. C'est un peu comme les serpents qu'on vient de voir. Elles attendent patiemment qu'il y ait un insecte qui passe à portée avant de le manger. Et c'est des animaux qui ont, comme pas mal d'amphibiens, une reproduction qu'on appelle explosive. Donc c'est des animaux qui vont vivre une partie de l'année avec la sécheresse, elles vont être enterrées, elles vont rien manger et elles vont faire aucune activité à part juste attendre que la sécheresse passe. Et quand il y a les premières grosses pluies, c'est des animaux qui vont aller tous en même temps à l'eau pour se reproduire et ça va durer quelques semaines avant de retrouver une vie dans la forêt où elles vont manger un maximum d'insectes en attendant pour faire des réserves avant la prochaine saison sèche. Donc voilà, c'est vraiment des animaux qui sont adaptés à leur habitat, qui a vraiment des variations de conditions selon la saison qui sont assez importantes et qui a un look assez particulier. On dirait un peu Jabba dans Star Wars. Les gens apprécient beaucoup cette tomate et trouvent beaucoup de ressemblances avec un membre de leur famille, c'est assez drôle. Je ne tairai un petit peu les exemples parce que sinon... Voilà. Et donc, on les nourrit avec quoi ces grenouilles? Alors, les grenouilles, c'est des animaux qui, comme ils mangent pas forcément énormément dans la nature, elles ont vite tendance à être obèses. Donc ici, elles mangent quelques grillons, mais il faut pas trop les nourrir. Hein. Une grenouille de cette taille, je sais pas si on compare à ma main, c'est quand même une grenouille qui est assez grosse. Des spécimens qui sont plus gros que ça. On va lui donner juste quelques grillons par semaine. Alors bien sûr, on varie avec des criquets, des blattes, etc. Mais voilà, c'est vraiment des insectivores et pour le coup, les amphibiens ne mangent pas de végétaux ou alors les végétaux qu'ils mangent, c'est plutôt, alors on va essayer, mais c'est plutôt des végétaux qu'ils vont manger par l'intermédiaire des proies qui les auraient mangés avant. Mais je pense que là, avec la manipulation, ça ne va pas là. Ouais, c'est pas... Elle mesure combien? Bah, vous avez vu par rapport à la main de Tristan. Ouais, elle fait une douzaine de centimètres. Voilà, une douzaine de centimètres, ce qui est déjà pas mal pour une grenouille. Hein. On me demande si elle a des dents. Alors, les grenouilles ont des dents. Je ne sais pas comment on peut faire pour se faire mordre par une grenouille. Ça arrive. Il y a des espèces de grenouilles qui sont agressives et qui peuvent mordre. C'est pas le cas de celle-là. Il y a très peu d'espèces globalement qui mordent. On connaît juste certaines grenouilles marsupiales du sud de l'Amérique qui peuvent être agressives. Alors là, on va voir une chasse de caméléon. Alors vous voyez, les deux yeux sont vraiment fixés sur la proie. Voilà. Vous avez vu, ça a été vite. Hein. Donc, désolé, on était en train de parler des grenouilles, on est repassé sur le caméléon. C'était le moment de vous montrer comment le caméléon se nourrit. Donc c'était plutôt pas mal. Et vous voyez que il a été gobé. On voit encore la petite patte du grillon qui dépasse. Est-ce qu'il y a un dimorphisme sexuel, Tristan, entre le mâle et la femelle grenouille tomate? Alors les mâles ont tendance à être plus petits. Nous, a priori, on aurait plutôt 3 femelles ici. Donc on n'a pour l'instant pas de reproduction possible. On a des femelles qui sont pas très très grandes. Hein. On a des individus qui peuvent être plus gros que ça. Par contre, les mâles en comparaison sont vraiment plus petits. Hein. Un mâle, ça va être gros comme ça. Donc on va dire il va manquer 2-3 cm. On va dire la longueur de la tête que le mâle va pas avoir. Ok. Bon, bah, je vous propose de passer sur notre dernier petit animal qu'on veut vous présenter, qui est vraiment là, je vous disais, le plus mignon pour la fin. C'est un petit tanrec. Donc c'est Mathieu qui va nous présenter cet animal un peu étonnant. C'est un hérisson en fait, Mathieu, non? Alors non, c'est pas un hérisson, c'est un tanrec. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un hérisson. On a les petits piquants sur le dos, le nez pointu, les petites oreilles, les petites pattes avec les petites griffes. Un régime alimentaire qui ressemble à celui de l'hérisson, hein. Donc c'est un animal qui va être omnivore, qui va manger des insectes, un peu de fruits. Mais c'est pas un hérisson. En fait, c'est un animal qui ressemble
au hérisson, mais qui est très très éloigné du hérisson. À Madagascar, on a des animaux qui ont évolué d'une manière bien particulière. Et en fait, à Madagascar, on retrouve des taupes, des musaraignes et des hérissons, qui en fait sont des animaux complètement différents. Donc le tenrec, il en existe de nombreuses espèces à Madagascar. Celui-là, on l'appelle le petit tenrec hérisson. Alors c'est encore plus confus par rapport à son nom. Mais donc ce n'est pas un hérisson. C'est un animal qui est au niveau de l'évolution, un plus proche cousin de l'éléphant que du hérisson. Alors comme ça paraît complètement fou, mais on le sait grâce aux analyses génétiques, donc grâce à l'ADN. Ça fait vraiment pas très très longtemps qu'on a appris cette info-là. Donc des tenrecs à Thoiry, on en a dans un petit dôme qui est pas très loin de la maison des Lémuriens. Et donc c'est des animaux qui sont plutôt nocturnes. Alors là, on l'a réveillé de sa sieste, parce que pour lui c'était la nuit. En fait, dans l'endroit où il habite, on a un fonctionnement de nocturama, c'est-à-dire que quand il fait jour pour nous, pour eux il fait nuit, et quand il fait nuit pour nous, pour eux il fait jour. On a inversé le cycle jour-nuit, ce qui leur permet d'être un petit peu actifs quand vous êtes au zoo, et de dormir quand vous dormez aussi chez vous. Alors, on me demande s'ils peuvent se mettre en boule, s'il est jeune. Alors celui-là, il est très vieux. On a deux mâles, petit tenrec hérisson à Thoiry, qui sont assez âgés. Alors ça vit quand même assez vieux, hein. Ça vit plus d'une dizaine d'années. Et c'est des animaux qui se reproduisent de manière assez proche de celle du hérisson. Quand ça va faire un peu des petits, ça va faire une portée d'une douzaine de petits. Alors ceux-là, ils sont nés dans un autre parc zoologique et ils sont arrivés à Thoiry il y a à peu près 2 ans. Donc voilà, donc c'est pas un bébé, hein, c'est sa taille adulte. C'est sa taille adulte, et c'est même un individu qui est assez âgé. Très âgé, ouais. Alors est-ce qu'il peut se mettre en boule, Mathieu, comme Alors, le hérisson? il peut se mettre en boule, oui. Alors pas autant que le hérisson, hein. Les hérissons, ils ont vraiment une forme beaucoup plus en boule. Là, si on le filme par-dessus, vous voyez qu'il a un corps plus allongé que le hérisson qu'on peut trouver chez nous en France. Mais il peut se mettre en boule et il va utiliser ses piquants pour se protéger. Alors, ces piquants, hein, c'est pas un cactus non plus, hein. C'est juste des poils épais qui vont lui permettre de se protéger un peu quand, par exemple, un boa de Madagascar aurait envie de le croquer. Est-ce que ça vit dans le sol ou pas? Alors, ça va pas mal se camoufler, s'enfouir, et puis c'est un animal qui va hiverner, qui va passer une partie de l'hiver à dormir. Nous, à Thoiry, on reproduit ce comportement-là, puisque l'hiver, on va baisser l'endroit où il habite à 18 degrés. Alors, 18 degrés pour l'hiver, c'est pas mal, mais à Madagascar, c'est les températures qu'on trouve là-bas. Et puis là, on a remonté la température à plus de 25 degrés. Et donc, lui a repris son activité, mais son colocataire, lui, est encore en train d'être dans sa période d'hiver. Est-ce qu'il y a un dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles? Non, il n'y a pas de grosse différence entre les mâles et les femelles. Ah oui, alors on vous dit toujours dimorphisme sexuel, hein. Pour ceux qui ne savent pas, le dimorphisme sexuel, c'est une différence visuelle entre le mâle et la femelle. Donc ça peut être la taille, ça peut être le poids, des fois ça peut être chez le lion, la crinière chez le lion et pas chez les femelles. Comme vient de le dire Mathieu, des cornes ou pas de cornes. Il existe plein de sortes. La couleur, hein, joue un grand rôle. Chez le paon par exemple, hein, le paon est très coloré, le mâle, et pas du tout la femelle. Donc ici Mathieu vous a dit qu'il n'y en avait pas. Est-ce qu'il voit bien? Alors on me dit surtout il a très grandes oreilles. Pourquoi il a des très grandes oreilles? Ah oui, c'est un animal qui vit beaucoup la nuit, je vous l'ai dit, hein. Donc la nuit il fait sombre, ça, je pense que vous êtes au courant. Et il a des tout petits yeux, hein. C'est pas comme un félin qui va avoir des grands yeux qui vont lui permettre de voir la nuit. Ça, c'est un animal qui va surtout entendre pour découvrir son environnement. Qu'est-ce que ça mange, Mathieu? Alors ça va manger un peu de fruits, des petits insectes, des petits invertébrés comme des petites limaces, des choses comme ça. Donc nous à Thoiry, on les nourrit avec des pâtés de viande, des insectes. Donc c'est pas beaucoup, hein, ils mangent 1 verre de farine par jour. Et puis on va aussi leur donner des fruits, donc de la banane, de la pomme, de la poire, voilà. Est-ce qu'on a une idée là du poids qu'il fait à peu près? Alors ça fait entre 100 et 200 grammes.
Ouais, donc c'est un tout petit animal, Bon, bien je suis pas très fatigué à le porter. très ça. léger. Ok. Et c'est assez fragile, hein, donc je fais très attention quand je le manipule. Et on les manipule vraiment rarement. Voilà, bah écoutez, je pense que ce live a été assez riche. Donc on va laisser notre ami le petit Henrek retourner dans son environnement au chaud. On va remercier Tristan, qui est, je vous rappelle, notre vétérinaire et curateur des reptiles, qui nous a donné de son temps aujourd'hui. Puis on remercie aussi Mathieu. Et puis je me remercie moi pour avoir filmé, voilà. On espère que ce live vous a plu. Alors il y a des gens qui m'ont dit et le goûter des tigres, vous inquiétez pas. Le goûter des tigres ce sera pour la semaine prochaine, jeudi prochain, mais là on s'est adapté au temps. Aujourd'hui il pleuvait donc on a fait quelque chose en intérieur. Voilà, donc on espère que vous avez passé un bon moment et on vous dit à bientôt. Ciao. À bientôt.